Chers auditeurs, apparemment beaucoup d'entre vous ont posté des commentaires qui étaient étonnés que je n'ai pas expliqué que les Américains aient créé les talibans alors que les Américains, pendant la guerre froide, ont aidé les Moudjahidines. Je vais répondre à votre question. Il faut savoir que, premièrement, en géopolitique, les choses sont complexes et deuxièmement, les talibans, au départ, n'avaient rien à voir avec les Moudjahidines. Nous développerons ça dans cette vidéo. Je maintiens, je persiste et je signe. Vous pouvez vérifier vous-même sur Internet, les talibans ont été mis en place, financés, créés, installés en Afghanistan par l'ISI, Inter-Intelligence Service, les services secrets militaires pakistanais. Et c'était un mouvement différent des Moudjahidines et d'Al-Qaïda, même si ensuite, ce mouvement, les talibans, s'est rallié à Al-Qaïda. Et oui, la géopolitique, c'est complexe, c'est pas forcément noir ou blanc. Les Américains ont aidé les Moudjahidines, nous allons voir qui ils étaient, notamment Gulbuddin, Hekmatyar et d'autres. Les Pakistanais ont participé à cette opération américaine de la CIA, nous aborderons, mais les talibans qui sont arrivés bien plus tard que les Moudjahidines en 1996, ils n'avaient jamais été au pouvoir ni présents massivement en Afghanistan avant, ils sont introduits en 1996, ce n'est pas du tout la guerre froide, par les Pakistanais. Nous allons approfondir tout cela pour répondre à votre question. Donc, morale de l'histoire, avant de tweeter ou de faire des commentaires, ouais, vous avez oublié ça, renseignez-vous. La géopolitique, c'est complexe, c'est aussi des détails, c'est aussi des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on a envie d'entendre et ce que l'on a envie de penser. Revenons à la genèse de ce qu'il s'est passé au Pakistan. On a le Pakistan, qui est un pays musulman, majoritairement sunnite, pays des purs, créé pour les musulmans par les musulmans, dans un contexte de lutte contre les hindouistes hindous et de séparation des Indes, puisque les musulmans, pays des purs, ne voulaient pas vivre sous le joug des païens polythéistes hindouistes. Scission Pakistan oriental, Pakistan occidental, Inde. Le Pakistan oriental deviendra le Bangladesh après une guerre terrible et 3 millions de morts avec le Pakistan. Donc Bangladesh, c'est l'ex-Pakistan oriental. Le Pakistan va rester le Pakistan. Et l'Inde, l'Union indienne, va rester séparée avec des échanges de population. Et dans ce contexte, le Pakistan va devenir le pays des purs avec une sorte d'anticipation. C'est le pays qui va être le premier pays à promouvoir l'islamisme politique. J'en veux pour preuve que les frères musulmans vont être extrêmement liés à des penseurs pakistanais ou du futur Pakistan, puisque les frères musulmans, c'est 1928, et le Pakistan va être créé en 1947-48, après les échanges de population et la séparation par rapport à l'Inde, mais le Pakistan va être un pays fondamentalement islamiste, où la peine de mort existe pour les apostats, un pays qui applique une charia sunnite radicale, et c'est un pays également multiethnique, où les Pashtuns, qui est une ethnie particulière, qui est également présente en Afghanistan, les Pashtuns vont être l'ethnie sur laquelle vont beaucoup se greffer, plus que d'autres ethnies, sur laquelle vont se greffer des groupes islamistes radicaux liés aux frères musulmans ou aux wahhabites saoudiens ou à d'autres groupes comme les Déobandes, les Barelvis, d'autres groupes radicaux sunnites qui sont soit dans l'islam piétiste, soit dans l'islam politique, mais tous pour un islam sunnite qui applique une charia très stricte avec une exclusion des non-musulmans, des laïcs, etc. Dans ce contexte, il y a la guerre froide et en 1979, pour déstabiliser l'Afghanistan, Jimmy Carter, en 1979, lance l'opération Cyclone, qui est proche de l'opération de 2011 pendant la révolution arabe en Syrie, lorsque la CIA va lancer une opération pour financer des mouvements islamistes contre Bachar el-Assad. C'est Timber Sycamore, eh bien c'est un peu la même opération, mais des années plus tôt, qui s'appelle Cyclone. Et la CIA va financer des Moudjahidines. Les Moudjahidines, qui veut dire combattants du djihad, Moudjahidines, du djihad fi sabilillah, donc le djihad, l'effort sacré, hein, l'effort, ça veut dire effort, dans le sentier de Dieu, fi sabilillah. Et donc ces djihadistes, ou qu'on appelle
plutôt à l'époque encore les Moudjahidines, djihadisme étant un néologisme. Ces Moudjahidines, on va retrouver le Hezb el-Islami, on va trouver le Jama' Islami, on va trouver beaucoup de mouvements pakistanais très radicaux, plus ou moins salafistes, et qui vont être liés à l'international islamiste des frères musulmans, qui à l'époque sont les ancêtres d'Al-Qaïda, et on va trouver donc toute une sorte de mouvement frériste, mais également salafiste wahhabite. Pour nos auditeurs, aujourd'hui, les frères musulmans et les wahhabites sont à couteau tiré. Mais à l'époque, avant la rupture des années 2000, 90-2000, les frères musulmans, qui sont une forme de salafistes qu'on appelle islahistes, réformistes, les frères musulmans étaient encore très liés aux wahhabites saoudiens. L'Arabie saoudite finançait les frères musulmans. Par exemple, Abdullah Azzam, qui est le maître spirituel et politique de Oussama Ben Laden, est un Palestinien issu des frères musulmans qui va être professeur de religion en Arabie saoudite. Donc il faut voir le contexte qui était très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Qatar, qui finance les frères musulmans, est à couteau tiré avec l'Arabie saoudite. Il finance des mouvements totalement différents. Mais à l'époque, le wahhabisme saoudien, qui est une forme de salafisme, finance les frères musulmans, et les frères musulmans, qui ont été chassés par Nasser d'Égypte, sont réfugiés en Arabie saoudite. Ça, c'était pour montrer le contexte. Et c'est pour ça que quand Jimmy Carter lance son opération pour aider les forces islamistes contre les communistes, pour déloger les communistes pro-russes en Afghanistan, cette opération Cyclone de la CIA, qui va aboutir à la livraison de 1000 missiles Stinger à la résistance islamiste des Moudjahidines, ce n'est pas les talibans. Chers auditeurs, vérifiez par vous-même, ce n'est pas mon opinion. Ce n'est pas les talibans. Les talibans, ils arrivent beaucoup plus tard. Là, on est en 79, les talibans, c'est 96. Ils ne sont pas en Afghanistan avant 1996. Il y a quelques groupuscules, mais ils ne sont pas aux commandes et ils ne sont pas appuyés par la CIA. La CIA, à l'époque, appuie une dizaine de groupes salafistes ou fréristes, ou Déobandi, ou Barelvi, des mouvements traditionnalistes, islamistes ou radicaux ou djihadistes pakistanais et afghans, puisqu'ils choisissent qui? L'ethnie Pashtun. Ça va être d'autant plus facile pour le Pakistan d'aider ces Moudjahidines que des deux côtés de la frontière, la plupart des Moudjahidines les plus virulents sont Pashtuns. C'est une ethnie que l'on trouve à la fois au Pakistan et en Afghanistan. L'opération est triangulaire. L'Arabie saoudite finance les djihadistes internationaux, leur exfiltration, leur importation en Afghanistan. L'Inter-Intelligence Service, c'est les services secrets militaires pakistanais, finance, armes et approvisionne. Et la CIA, par des opérations de faux drapeaux et de camouflage, achète des armes soviétiques par toutes sortes de filières pour masquer au départ le financement. Au départ, ça va être une opération secrète. Il y a des armes qui arrivent du Pakistan principalement et de la CIA, des armes de toute provenance, si possible pas trop tracées, pas trop téléguidées, et l'Arabie saoudite finance. Donc Arabie saoudite qui finance et qui envoie des wahhabites comme Oussama Ben Laden avec l'ancien chef du renseignement saoudien, que nous avions rencontré dans un repas bien plus tard, qui s'en est vanté d'ailleurs, enfin, il a même un peu regretté, mais il avait raconté que lui-même avait mis en orbite Oussama Ben Laden pour l'éloigner, parce qu'il était un peu gênant en Arabie saoudite. Donc l'Arabie saoudite se débarrasse de radicaux qu'elle envoie faire le djihad, elle les finance, elle les arme. Le Pakistan organise au niveau logistique tout ça, l'ISI, Inter-Intelligence Service, et l'Amérique cofinance avec le Pakistan et co-organise avec le Pakistan une covert action qui s'appelle l'opération Cyclone. Ça dure jusqu'à 1992. 1992, vérifié. Aujourd'hui, ça a été déclassifié, c'est tout à fait officiel. Cette opération s'arrête en 1992. En 1992, 93, 94, 95, l'un des anciens Moudjahidines, Gubuldin Hekmatyar, chef du Hezb el-Islami, va prendre le pouvoir à Kaboul avec l'appui du Pakistan puisqu'il est un agent pakistanais. Mais il a travaillé avec les Américains, c'est là que c'est compliqué. Il n'est pas encore un taliban. Gubuldin Hekmatyar dirigeait l'une des fractions que le Pakistan, l'Arabie saoudite et la CIA ont aidé contre les communistes en Afghanistan pour déstabiliser l'Afghanistan. L'ancien patron de la CIA avait écrit un livre, The Shadow, où il raconte toute cette opération. Aujourd'hui, c'est déclassifié. Et donc, là, on est dans le financement de Moudjahidines. L'Afghanistan a été déstabilisé, la Russie a dû quitter l'Afghanistan, l'opération a réussi. Donc, elle s'arrête en 1992, peu après, quelques années après le départ des Soviétiques, qui ont eu un bourbier terrible et qui ont dû abandonner le terrain
aux Moudjahidines. S'ensuit une guerre civile entre différentes factions. Et il y a aussi l'alliance, bien sûr, de Massoud, qui, elle, est aidée par les Occidentaux. L'alliance de Massoud était aidée dans le programme de l'opération Cycle à mort, parce que Massoud, ce n'était pas un gentil laïc, hein, c'était pas un bisounours, c'était un islamiste qui avait d'ailleurs fait égorger une belle-sœur qui avait fricoté avec un chiite, donc ce n'était pas du tout un islam tolérant, contrairement au mythe des Massoud, mais les Massoud n'étaient pas Pashtuns. Déjà, ils n'étaient pas de la même ethnie Pashtun, ils étaient contre les islamistes Pashtuns, et Massoud était plutôt lié à l'Inde, dans une logique, l'Inde a toujours voulu avoir un droit de regard aussi sur l'Afghanistan. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y avait l'alliance du nord de Massoud, qui était plutôt des Tadjiks et des Ouzbeks, alors que les islamistes de Hekmatyar étaient des Pashtuns. Mais en gros, il y a une sorte de guerre civile, c'est le chaos à Kaboul, et Hekmatyar, l'une des fractions des Moudjahidines, prend le pouvoir en 94-95, il est même Premier ministre, et il finit par quitter le pouvoir lorsque le Pakistan lui demande d'accepter l'arrivée d'un nouveau groupe qui n'a jamais eu le pouvoir, qui n'a jamais été financé par les Américains, qui est un groupe qui s'appelle les talibans. Du nom Taleb, qui veut dire étudiant en religion, d'ailleurs ils viennent de madrasa, ils ont encore des madrasas puisque leur vrai nom c'est Déoband. Les talibans, c'est un mouvement qui a été mis en action par les Lizis pakistanais, mais qui vient d'un mouvement théologique qu'on appelle Déobandi, ou Déoband, qui est une sorte d'hybridation entre l'islam classique de la zone et le wahhabisme saoudien. À peu près au XVIIIe siècle, il y a une sorte d'hybridation, et donc ils sont extrêmement proches des wahhabites, même s'ils viennent de leur propre tradition hanafite. Et les Déoband, donc, qui est une école religieuse, théologique, va fournir des madrasas, des étudiants en religion des madrasas, et l'étudiant, on l'appelle Taleb, pluriel taliban, d'où le mot taliban, mais qui n'est pas leur vrai nom théologique. Ces talibans viennent d'Inde, ils viennent à peu près 160 km de New Delhi, ils viennent donc d'une ville indienne, puisqu'il y a 300 millions de musulmans en Inde, et ils venaient d'un groupe justement qui était très radical, qui ne voulait pas se mélanger aux hindous. Quand on ne peut pas immigrer, le Déoband vous dit « faites une sorte d'État islamique virtuel pour ne pas vous mélanger avec l'infidèle, puisqu'on est obligé de vivre en Inde, au moins il ne faut pas qu'on soit contaminé par l'infidèle. » Ça, c'est l'origine idéologique des talibans, ils viennent d'Inde. Ensuite, ils ont beaucoup essaimé au Pakistan, parce qu'ils sont très radicaux, ils ont un prisme très anti-infidèle, très sunnite, anti-chiite, anti-hindouiste, anti-bouddhiste, anti-infidèle, d'où la destruction des fameuses statues de Bouddha qui avaient choqué toute l'humanité, notamment les Occidentaux. Bref, en 1996, les talibans, pour remettre de l'ordre parce qu'ils sont beaucoup plus carrés, ils sont très religieux, ils sont plus fanatiques, alors que Hekmatyar est un pragmatique, il était avec les islamistes parce que ça l'arrangeait, mais Hekmatyar avait instauré un chaos, il était un trafiquant de drogue lui-même. En gros, le Pakistan veut remettre de l'ordre en Afghanistan et il compte sur les Déoband, qui, je le répète, ne sont pas financés par les Américains, ils ne sont pas mis en place par les Américains, vérifiez par vous-même, puisque vous m'avez reproché d'avoir dit quelque chose qui était faux. Il ne faut pas confondre les islamistes aidés par les Américains dans le cadre de Cyclone, c'était les Moudjahidines, avec les talibans qui sont autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ensuite ils ne vont pas se rejoindre. Hekmatyar lui-même va se rallier aux talibans alors qu'il vient des Moudjahidines. Et lui a été un agent indirect de la CIA et un agent direct de l'ISI, les services secrets militaires pakistanais. Donc les talibans prennent le pouvoir en 1996 et ils accueillent un ancien pilote du djihad afghan, et ça va devenir le néologisme djihadiste, hein, qui n'existait pas avant. Avant, on disait Moudjahidine. Et Ben Laden, qui a été mis en place par les Saoudiens, par le prince Turki, ancien chef des services secrets saoudiens, eh bien les Saoudiens ne veulent pas qu'il revienne en Arabie Saoudite. Il est beaucoup trop gênant. En plus, il a soutenu les gens du commando de la Mecque en 1979 qui avaient pris la Mecque, des ultra-radicaux fanatiques qu'on appelle Ikhwan. Pas les Ikhwan des frères musulmans, mais Ikhwan, c'était une milice qui avait pris l'Arabie Saoudite pour les Wahhabites. Et donc, ces militants qui voulaient détrôner le roi d'Arabie Saoudite, jugé trop corrompu, trop pro-américain, sont liés à Ben Laden. Et on ne veut surtout pas que Ben Laden et son équipe retournent en Arabie Saoudite. Et donc, il va y avoir un exil momentané au Soudan, tout le monde le sait, puis un retour en Afghanistan. Et on arrive à septembre 2001. En septembre 2001, comme le chef des talibans a donné sa parole islamique sacrée pour l'accueil
de Ben Laden, qui est revenu en Afghanistan avec son entreprise de bâtiment, il a fait beaucoup de construction, et avec ses milices, eh bien, dans la tradition bédouine, on ne retire pas l'accueil quand on l'a donné. Et donc, les Américains, depuis les années 97-98, depuis l'ascension d'Al-Qaïda, qui veut dire la base, Al-Qaïda, c'était la base de recrutement des Moudjahidines. D'ailleurs, le mot grammaire en arabe, c'est la même racine que Al-Qaïda, ça veut dire la base. Et donc, Al-Qaïda, la base, avec Abdullah Azzam, formé par les frères musulmans installés en Arabie Saoudite, puis émigrés en Afghanistan, son disciple Oussama Ben Laden, ils vont créer la mouvance Al-Qaïda et le djihad contre les Juifs et les croisés. Et il va perpétrer un certain nombre d'attentats. Donc l'Amérique demande aux talibans d'exfiltrer, d'extrader Oussama Ben Laden. Ce que, au nom de cette alliance tribale de solidarité, les talibans, le mollah en chef des talibans, refusent. Et donc là, le contentieux existe, mais au départ, il faut savoir qu'avant les années 99-2000, lorsque les Américains demandent instamment, et surtout à partir de 2001, quand les Américains disent « vous avez soutenu quelqu'un qui a fait un attentat contre nous, il faut l'extrader », là, le contentieux est total. Mais jusqu'à 2000, sous l'administration Clinton, jusqu'à 98, 99 et début 2000, avant que George Bush fils arrive au pouvoir, l'administration Clinton et Madeleine Albright négocient un très important oléoduc avec la société américaine Unocal, et les talibans sont respectabilisés. Oui, vous avez bien entendu, les talibans vont être respectabilisés parce qu'il y a un deal, bien sûr, énergétique, mais c'est à partir de 99-2000 qu'il y a cet accord, puisque les talibans ont l'air d'être durablement là, qu'ils ont ramené un ordre qui n'existait pas à l'époque de Gulbuddin Hekmatyar. C'est uniquement à ce moment-là, à partir de 2000, que les Américains se disent, 99-2000, on va dealer avec les talibans, qui étaient nos ennemis, on va dealer avec eux dans un cadre pragmatique. Mais ce n'est pas pareil que ceux qu'ils ont financés. Ceux qu'ils ont financés et mis en place, c'était les Moudjahidines contre les forces pro-communistes en Afghanistan. À la suite de l'intermède Gulbuddin Hekmatyar, ancien agent de l'ISI et bénéficiaire des aides du programme Cyclo de la CIA, Gulbuddin Hekmatyar, qui lui était un homme, qui a été momentanément un homme des Américains, est exclu. Les talibans, qui ne sont absolument pas en lien avec les Américains en 1996, sont mis en place exclusivement par les Pakistanais. Là, il n'y a plus les Saoudiens, il n'y a plus les frères musulmans et il n'y a plus les Américains. Ce n'est pas la même opération que le financement des Moudjahidines par les Saoudiens, les Américains et les Pakistanais. Deux choses différentes. C'est très important de comprendre, même si ensuite, il va y avoir des convergences. Les talibans sont en bisbille avec les Américains, mais comme il y a un programme, un projet d'oléoduc qui passe par l'Afghanistan et le Pakistan pour ensuite aller vers l'océan Indien, les intérêts font que les Américains essaient de séduire, de se rabibocher avec les talibans, qui ne sont pas leurs hommes, je le répète, contrairement aux Moudjahidines à un moment, mais qui eux-mêmes ne le sont plus, mais ils essaient de trouver une entente avec les talibans. Et j'en parlais dans mon premier livre en 1997, donc ça date déjà de 1997, Islamisme États-Unis d'Alliance contre l'Europe. On a, sous l'administration Clinton, des émissaires des talibans qui sont reçus avec les honneurs, et on parle d'un deal pétrolier et gazier et d'oléoduc avec la société américaine Unocal. Mais au même moment, 97, 98, 99, rappelez-vous, attentat de Dar es-Salaam, attentat en Tanzanie, attentat en Éthiopie, attentat à Dahlan, attentat en Arabie Saoudite. Dans plusieurs pays, on a l'ascension d'Al-Qaïda qui, pour se faire connaître et recruter des masses, pour devenir la plus grande centrale islamo-terroriste, eh bien, Al-Qaïda qui a été aidé par les Américains. Ce n'est pas une fabrication américaine. Al-Qaïda a été aidé par les Américains. C'est une mouvance qui existait, qui a bénéficié de l'aide américaine puisque l'ennemi commun était le communiste, notamment l'aide de la CIA, c'est vrai, mais ce n'est pas une création pure, c'est une émanation des frères musulmans hybridés avec des wahhabites, puisqu'à l'époque, ça existait. Et c'était l'opposition, en fait, à la monarchie saoudienne. Mais c'est vrai qu'à un moment, elle a été particulièrement aidée par l'Amérique. Ne faites pas l'erreur de croire que quand un service, un secret, aide un mouvement par cynisme, ça ne veut pas forcément dire qu'il l'a créé. C'est comme le Hamas avec Israël. Israël a aidé le Hamas au début, notamment jusqu'à 1992, entre 87 et 92, pour affaiblir l'OLP. Mais ils n'ont pas créé Cheikh Yassine,
Il y avait vraiment un imam qui était vraiment là, qui était vraiment avec ses idées, qui était vraiment issu des frères musulmans, qui avait vraiment un pouvoir, une ambition totalitaire et qui détestait les laïcs de l'OLP. Il existait et les Israéliens l'ont aidé. Ne confondez pas la création et l'aide. En géopolitique, souvent, il y a plutôt, ça revient au même, mais c'est pas pareil. Si vous dites création, un grand spécialiste vous dira, vous dites n'importe quoi. Par contre, si vous dites Israël, l'Amérique, le Pakistan ont aidé des mouvements, ils les ont mis en place parce que ça allait momentanément dans leur sens. Et n'oubliez jamais que je peux aider un mouvement tel jour, mais il peut m'échapper le lendemain. Par exemple, les Moudjahidines sont aidés par l'Amérique, mais à partir de la guerre en Irak en 1990, il y a une rupture des 3/4 des salafistes moudjahidines qui ont été aidés par l'Amérique en Afghanistan contre les Russes. Les 3/4, seule une minorité d'entre eux continue à être en bons termes avec les Américains, mais la plupart d'entre eux déclarent que l'Amérique les a trahis puisqu'elle occupe le sol sacré de l'Arabie saoudite et le Golfe Persique. Tant qu'il y aura des infidèles qui habiteront et qui vivront des bases permanentes américaines dans les pays du Golfe, notamment en Arabie saoudite, même si c'était pour aider contre l'invasion possible de l'Arabie saoudite par Saddam Hussein et l'invasion réelle du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein, eh bien, c'est la rupture. En 1990-91, Al-Qaïda dit « Nous avons été proches des États-Unis, mais c'est devenu notre ennemi. Maintenant, nous déclarons la guerre. » Et c'est comme ça que le front contre les Juifs et les croisés est lancé. Al-Qaïda échappe non pas à ses créateurs, mais à ses sponsors, et saoudiens, et pakistanais, et américains. Ils restent liés aux Pakistanais, mais ils échappent totalement aux Américains et aux Saoudiens, et ils prennent leur autonomie. C'est ce qu'on appelle l'autonomisation d'un mouvement que l'on a pu à un moment aider. Donc c'est plus complexe que ce que vous pensez, c'est une création. Non, on n'est jamais une création totale de quelqu'un. Et deuxième leçon, les professionnels du renseignement et des opérations complexes, ou assez tordues, ils vous disent très souvent, une opération, elle est faite soit pour foirer, soit à un moment, ça va vous échapper. La personne que vous avez mis en orbite va vous échapper. N'oubliez jamais cela, sinon ce n'est pas de la géopolitique, c'est du complotisme, ou c'est du manichéisme, noir-blanc, etc. Bref, ces talibans ne veulent pas coopérer avec les Américains, alors que pourtant il y avait du blé à se faire, il y avait des deals, il y avait un immense projet d'oléoduc. Les talibans préfèrent appuyer Ben Laden, l'accueillir en Afghanistan, le soutenir dans son combat contre les Juifs et les croisés, et il y a une sorte de djihadisation des talibans qui cesse d'être un djihadisme local pour accepter, pas tous, une partie, parce que là aussi c'est complexe, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a les talibans qui voulaient le djihad local et des talibans qui voulaient le djihad international, minoritaire. Donc la branche minoritaire des talibans pour le djihad international s'acoquine avec Al-Qaïda et elle en est solidaire, et quand l'Amérique demande d'extrader les gens d'Al-Qaïda avant, pendant et après le 11 septembre, eh bien, les talibans refusent. Donc c'est la guerre totale américaine contre les talibans. Les talibans perdent le pouvoir à Kaboul et les Américains mettent un pantin en place de l'ethnie Pashtun, lui aussi, Hamid Karzai, mais totalement contre les talibans. Il est totalement corrompu. Et 20 ans plus tard, après un échec total, les Américains doivent se retirer de l'Afghanistan, et qui revient au pouvoir? Les talibans que les Américains ont combattus pendant 20 ans. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas dire que les Américains ont créé les talibans qui sont leur instrument. Les Américains ont essayé un moment très court de prendre langue avec les talibans qui n'ont pas accepté le deal, notamment du Nocal, pour l'oléoduc. Les talibans ont été mis en place uniquement par les Pakistanais, pas par les Américains. La volonté de coopérer avec eux a échoué sous la fin du règne de M. Bill Clinton. Et pendant 20 ans, les Américains ont combattu les talibans. Parce que les talibans, je le répète, ce n'est pas la même organisation que le Hezb al-Islami de M. Gulbuni Hekmatyar ou le Jamia el-Islami. Il y avait une dizaine de mouvements islamistes radicaux afghans qui ont été aidés par la CIA, je le répète, opération Cyclone, par l'Arabie saoudite et le Pakistan. Donc ce n'est pas que l'Amérique, c'était tripartite, mais ce n'était pas les talibans. Voilà, pour en arriver à la situation actuelle, les talibans sont revenus au pouvoir. Ils ont combattu pendant 20 ans l'occupation américaine. Les dommages collatéraux des bombardements lointains, comme disait le général Petraeus, n'ont pas fait à chaque fois un djihadiste de moins, mais 4 de plus, puisque quand vous tuez un djihadiste qui se cache dans une famille avec des enfants, vous tuez des innocents, un peu comme les opérations israéliennes à Gaza. Le grand problème des mouvements djihadistes qui ont le sens du sacrifice et du moujahid
ou du djihadiste qui va accepter de mourir et sauter avec une ceinture d'explosifs, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et comme il a réussi à fanatiser son entourage, eh bien, il va convaincre, parfois ce n'est pas forcément obligé, il va convaincre son entourage de rester, même s'il sait qu'un missile va arriver. Donc quand vous avez des gens qui arrivent à rester dans une maison alors qu'ils savent qu'il va y avoir 30 morts pour tuer un chef djihadiste, on va tuer des enfants, des femmes et des grands-parents, forcément, ça crée plus de martyrs, plus de djihadistes, puisqu'ils vont vouloir venger les innocents, puisqu'il y a des innocents qui sont morts à chaque bombardement. Et donc les Américains ont perdu la guerre asymétrique, on savait qu'ils allaient la perdre, puisque quand vous tuez un djihadiste, je répète, ça n'en fait pas un de moins, mais 4 de plus. Donc les talibans ont augmenté leur nombre de recrutements. Ils ont recruté toujours plus de personnes. Et comme les talibans, à la différence des prédécesseurs des Moudjahidines, et notamment de Gulbuddin Hekmatyar, qui fut Premier ministre en 1995, eh bien, eux, ils ont remis de l'ordre. Ils luttent contre la corruption, ils rétablissent un semblant de stabilité, il y a une justice expéditive, mais qui existe. Bizarrement, ça nous paraît impossible à entendre. Ce n'est pas audible pour les Occidentaux, mais la réalité nous montre sur le terrain que les talibans ont plus de popularité en 2020 que le gouvernement pro-américain libéral, mais totalement corrompu, de Hamid Karzai. Hamid Karzai a laissé faire les trafics de drogue, la corruption. Il est parti lui-même, quand il a pris l'avion, quand il y a eu le retrait américain, avec des milliards. Pas comment il a pu les emporter, paraît-il, des milliards en liquide. C'est peut-être exagéré, mais en tout cas des centaines de millions. Eh bien, les talibans, ça paraît compliqué pour nous à croire, sont plus populaires au sein des milieux ruraux pashtuns. Certes, pas l'élite lettrée de Kaboul, mais au sein de la masse des pashtuns, qui sont une masse extrêmement importante en Afghanistan, qui compte plus que les Ouzbeks et les Tadjiks. Il y a 3 grandes ethnies. Il y en a d'autres avec les Hazaras, mais en gros, les Pashtuns, c'est le gros morceau, le plus puissant. Et chez les Pashtuns, les talibans sont plus populaires que les gens que les Américains ont voulu mettre en place. Et ils sont plus populaires que les minorités Hazaras chiites, que les minorités Ouzbeks et que les minorités Tadjiks, les Ouzbeks étant des turcophones et les Tadjiks plutôt iranophones. Voilà, dans cet immense patchwork afghan, les talibans sont ceux qui ont le plus de capacité à unifier le pays, à instaurer un ordre et une stabilité. Et c'est pour ça que, après la reconnaissance de facto par les Américains qui les ont laissés revenir et qui se sont retirés, la Russie a emboîté le pas, la Chine, et en fait, les grandes puissances s'accommodent des talibans, qui sont la seule organisation qui ont instauré une sorte de stabilité dans ce pays. Il y a encore les résistants de la famille Massoud, mais ils ne pèsent pas assez. Donc pour résumer, les talibans n'ont jamais été un instrument des Américains. Les Américains ont essayé momentanément, mais ils n'y sont pas arrivés, ils n'ont pas réussi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les anciens alliés des Américains, mais qui ne l'étaient plus, parce que ça change, les Moudjahidines que les Américains ont aidés jusqu'à 1992 dans le cadre de l'opération Cyclone, effectivement, quand ils ont voulu rester en Afghanistan après un exil momentané au Soudan qui a raté, eh bien, ils ont fait des alliances tribales avec les talibans, et là, effectivement, mais c'est qu'à partir de 1996. Ce n'est pas à l'époque où les Américains finançaient les Moudjahidines, c'est bien plus tard, après la fin de la guerre froide, en 1996, 97 et surtout 2000-2001, les talibans une partie des talibans, branche afghane, et Al-Qaïda se sont hybridisés et ils ont créé une sorte de djihadistan avec des camps d'entraînement mis à disposition d'Al-Qaïda. Ça, c'est vrai par contre. Mais l'Amérique ne finançait plus Al-Qaïda. C'était bien après l'époque où l'Amérique avait financé l'opération d'équipement Train and Equip avec l'opération Cyclone, l'équipement de Al-Qaïda qui n'était pas le seul groupe. Il y avait une dizaine de groupes djihadistes, dont Al-Qaïda, dont celui de Hekmatyar qui était différent, même si lui s'est rapproché d'Al-Qaïda. Son groupe, le Hezb et l'Islami, était très différent. Donc pour résumer, si vous voulez, c'est beaucoup plus complexe que Al-Qaïda qui faisait la résistance en Afghanistan. Al-Qaïda était l'un des groupes djihadistes appuyés, Moudjahidides qu'on les appelait à l'époque, appuyés notamment par le Pakistan, l'Arabie Saoudite, d'autres pays islamistes comme le Koweït indirectement, les frères musulmans et la CIA. La CIA n'était que l'un des maillons. Et c'est comme en médecine intégrative ou holistique, n'oubliez jamais qu'il n'y a jamais une seule explication, un seul paramètre. De même que vous avez chopé une maladie parce qu'il y a un terrain alimentaire, un terrain de mauvaises habitudes, et la fatigue, le stress, plus le terrain génétique, il y a plusieurs paramètres qui convergent. En géopolitique,
on a très souvent une opération qui est permise parce qu'il y a un faisceau de facteurs. Il y a une convergence de facteurs. Et parfois, il y a une convergence d'acteurs. Al-Qaïda a réussi un moment parce qu'ils avaient à la fois l'appui logistique du Pakistan qui a aidé Ben Laden jusqu'à la fin de sa vie. Ben Laden a fini ses jours au Pakistan à côté d'une base militaire pakistanaise. Il y avait le Pakistan qui aidait, l'Arabie Saoudite qui envoyait de l'argent et l'Amérique qui envoyait aussi par des financements indirects des armes, d'ailleurs paradoxe, des armes soviétiques. En plus des missiles Stinger qui étaient des missiles américains.